6e table ronde, de loin la plus intéressante, Scale Up, grandir ensemble. Pour en parler donc dans l'ordre d'apparition, d'abord Alexandre Pébreau. Alexandre, tu viens nous rejoindre, le président du conseil de surveillance de Tofa Divesis. Christian Ménard est avec nous également, associé gérant chez Transactions et compagnie, super boîte. Ensuite, nous avons Alexandre Pham, qui est le président, le fondateur aussi de Bicertum Group. Mathieu Estouin, le directeur exécutif du conseil chez BPI France. Et Benoît Chasseguet, qui est le président de Chubb France. On a un super plateau. Juste avant, en mise en bouche, si je puis dire, on va accueillir Emmanuel Millard, secrétaire général du groupe Hendrix, et Yvon Farnoux, président du comité éditorial de la DFCG. DFCG étant le club que tous les DAF des ETI doivent rejoindre. Hein. Absolument, Emmanuel, hein, c'est indispensable. Absolument. Vous avez 5 minutes pour brosser le portrait de l'Europe dans 300 ans. Okay. Alors, bonjour à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est un réel plaisir pour nous d'être ici avec vous, dans ce lieu mythique qu'est la Sorbonne, où l'on pense à venir depuis 8 siècles. Je dis ça en saluant le statut de Descartes. Il t'embrasse aussi, oui. Ouais. Et justement, nous allons parler d'avenir, de l'avenir économique, technologique et stratégique de l'Europe, de notre capacité collective à faire émerger des scale-up capables de rivaliser avec des géants mondiaux. Ce sujet n'est pas seulement un sujet de scale-up, c'est aussi un sujet de souveraineté, un sujet de puissance, un sujet de compétitivité pour nos entreprises, nos territoires et nos industries. Alors la question qui se pose, comment l'Europe peut-elle encore gagner la bataille des scale-up? Qu'est-ce qu'une scale-up? Une scale-up n'est pas une start-up qui a réussi ou qui a grandi. C'est une entreprise qui a trouvé son marché, qui a prouvé son modèle économique et qui maintenant doit passer à l'échelle. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que passer à l'échelle? Eh bien, ce passage à l'échelle, c'est un changement de nature. On passe de l'innovation à l'industrialisation, du produit à l'organisation, du fondateur au leadership collectif. Et en 2026, ce passage à l'échelle se fait dans un contexte nouveau. On constate trois phases. La phase 1, donc c'est la phase d'hypercroissance. Nous sommes en 2025, c'était la phase 2, la phase de correction. Et nous arrivons à la phase 3, l'échelle de la maturité, de la croissance raisonnée. Une croissance plus disciplinée, plus robuste et plus durable. Et enfin, je passe... Pardon, merci. Il nous reste 2 minutes 59, on avait 5 minutes, donc on va essayer de faire très vite. Non, juste simplement pour parler d'un écosystème aujourd'hui qui est plutôt mature. On va passer comme ça. Écosystème mature qui est piloté principalement par les grands indices, Next 40 et FT 120. C'est à peu près 120 scale-up aujourd'hui en Europe. Un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé. C'est 25 licornes françaises, donc on est plutôt bon et un peu plus de 50 000 emplois qui sont concernés. Paris, c'est 8 milliards d'euros de levée de fonds en 2025, ce qui est également positif. Et comme vous le voyez ici, 60% de la répartition sectorielle, c'est de l'intelligence artificielle et puis principalement de la green tech et de l'énergie. Voilà, tu peux y aller. Ça marche, ça marche. Non, c'est l'autre. Oui, alors, à l'échelle européenne, en 2025, a marqué un vrai rebond. Près de 60 milliards investis, tirés des méga levées en IA. Le Royaume-Uni reste en tête avec 22 milliards de levées, mais la France et l'Allemagne convergent autour de 8 milliards. Donc le couple franco-allemand pèse à environ 16 milliards. Ce qu'il est important de dire également, c'est que quelles sont les clés du scaling réussi. Il y a 2 phases importantes. La phase start-up, on va se concentrer sur le produit, c'est le plus important. On va également se concentrer sur le marché domestique, devoir faire ses preuves sur ce marché. Et puis surtout, c'est l'équipe fondatrice qui fait complètement la différence en phase d'amorçage. En phase de scale-up, là, on passe sur des fondamentaux qui sont complètement différents. C'est une excellence opérationnelle. C'est une expansion internationale, c'est indispensable, avec parfois plus de 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé à l'étranger. Et puis, évidemment, c'est là que viennent les problématiques et les joies du recrutement de postes stratégiques, CFO, CEO, CIO, etc. Donc, on est vraiment sur 2 phases qui sont complémentaires, mais qui sont également indispensables. Alors, quels sont les défis majeurs?
Le premier défi, c'est la rentabilité. Le temps du gross all cost est terminé. Les investisseurs veulent une trajectoire claire vers l'EBITDA positif, et c'est une bonne nouvelle. Cela crée des entreprises plus solides. Le deuxième défi, c'est l'intégration. L'IA. L'IA apporte un gain de productivité estimé à plus de 17% en 2026. Le troisième défi, c'est l'accès aux infrastructures. Nous manquons de data centers souverains, nous manquons d'énergie décarbonée à coût compétitif. Et les certificats SOC 2, ISO 27001 deviennent des prérequis éliminatoires pour vendre en Europe. 20 secondes pour terminer. Parfait, Emmanuel. Ouais, je vais faire vite. Alors là où c'est important également, c'est la phase financement. On voit que 2025 était compliqué, 2026 réserve effectivement un certain nombre de problématiques. On distingue 3 phases pour faire vite. La première phase, c'est une phase plutôt de financement abondant où on a des venture capitaux et des business angels qui peuvent venir accompagner les entreprises. Une deuxième phase, un peu plus de, je dirais, de milieu de chaîne, où là, il peut y avoir des mouvements avec les venture capitaux européens, avec les fonds américains, et heureusement, et je sais qu'il y a des représentants de la BPI dans cette salle, BPI France et le Scale-up European Fund, qui peuvent intervenir et qui peuvent injecter de la liquidité pour effectivement soutenir le marché. Donc ça, c'est important. Et puis enfin, pour les meilleures d'entre elles, les meilleures scale-up, c'est l'IPO, Initial Public Offer, l'introduction en bourse, où là, effectivement, on saute une autre dimension, mon cher Yvon. En parallèle, la dette explose. La venture debt représente plus de 40% du capital investi et le revenu base financing devient un outil stratégique pour les SaaS à revenus récurrents. Nous entrons dans un modèle hybride, moins de dilution, plus de discipline et plus de sophistication financière. Alors, au risque de me répéter ce matin, les choses ont été annoncées. La complexité du marché européen, elle est claire, hein, avec une fragmentation assez forte liée aux 27 pays, ça a été rappelé. Également des problématiques de droit, de TVA et de droits de mutation. Compliance qui reste lourde, on a essayé de donner un petit peu d'espoir ce matin, mais ça reste quand même très compliqué, il faut le dire, en tout cas sur le marché européen. Et puis la différence avec les États-Unis, c'est que c'est un marché avec une seule langue, avec une seule monnaie, un seul cadre fiscal. Et donc voilà, donc on est sur 2 marchés complètement différents et l'Europe, en tout cas, doit pouvoir faire ses preuves sur ce domaine-là. Dernier point, merci Yvon. L'ambition européenne 2030, elle est là, elle est importante. Ça a été rappelé notamment avec ce projet de statut de l'entreprise européenne. C'est beaucoup de résilience, un modèle post-crise qui est assaini, qui est un peu plus focalisé sur la rentabilité, un petit peu moins sur l'hypercroissance. Alors, pour conclure, je dirais que l'Europe ne manque pas de talent. Elle manque de géants, à nous de les construire. Bravo, bravo, c'était presque trop court. Bravo Yvon, merci Emmanuel, merci Yvon, bravo à tous les deux. Merci en tout cas pour ces chiffres et cet éclairage pertinent. Alexandre, un mot sur ta société. Donc toi, tu es dirigeant d'une ETI, tu es aussi vice-président de Croissance Plus. Est-ce que quand tu as commencé à créer ton groupe, c'était déjà une ETI ou tu as grandi ? J'avais grandi, on est parti à 2 il y a 8 ans. Ce mois-ci, on fête notre 8e anniversaire. On est vraiment une scale-up puisqu'on fête aussi notre 8e acquisition. On est parti à 2 et notre message, c'est ça. Lancer une scale-up européenne, c'est possible, mais en plus, ça vaut la peine. C'est possible parce que j'ai quitté Orange dans un secteur où il n'y avait pas d'indépendants. C'était que des opérateurs internationaux, des filiales de grands groupes de télécom qui étaient très grands et qui connectaient tous les téléphones dans le monde. Et il n'y avait pas d'indépendants. Et en revanche, il y avait des petits à vendre. Et l'occasion, ça a été qu'un des petits à vendre, c'est une plateforme digitale qui était connectée avec le monde entier, mais qui était trop petite et qui était à vendre. Donc je dis, c'est mon métier, je vais quitter Orange, et grâce au fonds qu'il y a autour de nous, grâce à tous les conseils et consultants, banques, audits qu'il y a autour de nous, des avocats, on va pouvoir faire, je voyais, cette possibilité de faire cet opérateur indépendant qui rivaliserait avec les autres grands. On a aujourd'hui 500 millions de chiffre d'affaires, 400 personnes. Nous sommes le 3e opérateur mondial, mais le premier indépendant. Et ce qui s'est passé au début de ces 8 ans, c'est quand on est tout seul, d'aller voir les fonds et de dire au fond, j'ai une idée, voilà mon idée, et les fonds vous disent, eh bien on vous accompagne et venez avec la promesse d'achat, et le jour de la promesse d'achat, vous aurez l'argent. Et c'est ça qui s'est passé, un par un, ils m'ont dit oui.
Ça a commencé avec la SCOR, qui nous a accompagnés, Denis Kessler, à qui j'ai vendu l'idée que, puisqu'il était assureur d'assureurs, il fallait qu'il accompagne un opérateur international d'opérateurs à Paris. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Grâce à lui, il nous a promis 10%. Ça a emmené les autres fonds qui nous ont accompagnés en disant si SCOR accompagne, les autres viennent. Cyclades nous a accompagnés, Trocadéro et Swen. Donc un par un, ils sont venus. Et du côté des vendeurs, ils ont dit c'est là que ça a pris du temps, c'est la réglementation européenne, c'est les télécoms. Ça nous a pris 18 mois de convaincre le premier vendeur, la Royal Capienne, de vendre à un entrepreneur qui allait avoir des fonds. Ça a pris, dans le même temps, il y a SFR qui a été mis en vente, le Portugal et la République dominicaine. Ça en a fait 4. Et comme c'était toujours à la promesse d'achat que j'aurais l'argent, et pour financer ces 4 due diligence avec les auditeurs et les avocats, j'ai hypothéqué l'appartement. Parce que je croyais vraiment à l'idée. Il faisait combien de mètres carrés, ton appartement? L'appartement était assez grand pour avoir les jumeaux, parce que c'est le moment où on se pose toujours les questions, au moment où sont les enfants. C'est l'avantage de devenir entrepreneur après 45 ans. Les jumeaux avaient 17 ans, ils passaient leur bac. J'aurais dit, écoutez, je pense que vous allez avoir votre bac. Juste l'année prochaine, s'il vous plaît, faites des études ailleurs. Donc tu as tout hypothéqué pour financer le début, quoi. J'ai tout hypothéqué pour financer le début. Et comme ça a duré 18 mois, ce portage, puis 18 mois où, comme vous pouvez l'imaginer, il y avait des hauts, des bas. Heureusement qu'on était 2. Patrick Georges, qui est le CEO aujourd'hui, qui est celui qui est allé signer l'Australie à l'autre bout du monde. Eh bien, on s'est aussi serré les coudes et on s'est dit non mais on essaye. Et puis le moment de l'hypothèque de l'appartement était un moment important parce que c'était soit je le faisais, soit il fallait que j'aille chercher un job. Et je me suis dit, je peux quand même pas aller jusqu'au bout, tout essayer, ça va tenir. Ça fait 12 mois déjà, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Voilà. Ton épouse t'a soutenu ou alors t'as divorcé? Mon épouse a soutenu, c'était chacun son tour. Elle a dit, bon écoute, tu as été à peu près raisonnable ces dernières années. On était rentré des États-Unis il y a 25 ans, donc elle savait que de toute façon on avait envie de faire quelque chose d'entreprenant, et donc elle a été avec moi aussi tout le long. Le gros message qu'on a aussi, c'est qu'une fois que ces 18 mois se sont passés et qu'on a signé, on a signé les 4 d'un coup. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu les OK de tous les boards, puis après, on s'est lancé avec les régulateurs. Avec les régulateurs français et européens, ils nous ont donné leur OK tout de suite. Parce que comme on était européens, nous, ils connaissaient, on a eu le OK en un mois. Ce qui fait que on a eu d'abord les équipes de SFR, et en revanche, pour avoir le hockey américain, parce que les Américains aussi, ils sont lents, hein, c'était le premier mandat Trump d'ailleurs, ils nous ont pris 10 mois pour nous donner le même hockey. On est passé devant 16 agences fédérales, juste pour nous réconcilier les uns et les autres avec l'Europe. L'Europe est lourde, l'Europe doit accélérer, mais Dieu merci, les Américains sont des très bons compétiteurs aussi quand il s'agit d'administration. Christian, donc associé de Transactions et compagnie, tu connais bien toutes ces problématiques. Les moments de bascule entre la croissance qui est subie ou qui est choisie, c'est pas facile, hein? Ouais, bonjour à tous, merci de nous accueillir. Effectivement, donc Transactions et compagnie est une société de conseil en fusion-acquisition. Et nous aidons justement en fait, des entrepreneurs, des entreprises à des moments clés de leur développement, et notamment sur des opérations de haut de bilan et à la recherche de financement. Ce qui me frappe en fait, c'est qu'aujourd'hui le capital est abondant. Il y a beaucoup de capital pour financer les entreprises. Sous différentes formes, hein. Ça part de la dette jusqu'à l'equity, hein, jusqu'au fonds propre. Et en réalité, il y a quand même un paradoxe, c'est que les entreprises françaises, le ministre ce matin le rappelait, beaucoup d'entreprises françaises de PME sont sous-capitalisées, et pour autant, elles ne font pas appel à ce capital aujourd'hui qui est disponible. Et pour autant, en fait, pour grandir, il faut être bien capitalisé et être bien financé. Donc il y a ce premier paradoxe qui est peut-être du côté des entrepreneurs. Le deuxième peut-être paradoxe, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de capital qui est disponible aujourd'hui sur le marché, mais ce capital il est probablement trop concentré en fait sur certains secteurs d'activité. Je m'explique, la tech, la santé, le business, le B2B. À l'inverse, et on l'écoutait dans le panel précédent, en fait, il y a des secteurs d'activité qui sont assez malheureusement délaissés
par le capital, en fait, le capital investissement, comme l'industrie ou le B2C. Et donc là, je pense qu'il faut quand même rétablir un certain équilibre dans le modèle de financement des entreprises, des PME. Je reviens en fait sur votre question qui est comment on passe en fait à l'échelle avec ou pas du capital, parce qu'après tout, on peut se passer de capitaux propres qui viennent de l'extérieur. Je pense que la clé, c'est quand même d'abord le projet, en fait. Il faut avoir une clarté en fait de son projet, de sa vision stratégique, et en fonction de ça, en fait, on va définir quel est le bon type d'investisseur qu'on va accueillir à son capital. Est-ce qu'on ouvre le capital de manière minoritaire, majoritaire? Le deuxième élément clé, c'est quand même la gouvernance. Jusqu'à présent, vous étiez seul au capital de votre entreprise, et puis à un moment, il y a un investisseur extérieur qui rentre au capital. Il va falloir lui faire une place et trouver un équilibre en fait dans la gouvernance, dans le fonctionnement. Il ne va pas gérer au quotidien votre entreprise, mais il va falloir trouver un équilibre dans le fonctionnement avec le ou les investisseurs. Je pense que voilà, donc il y a un capital abondant. Il faut aussi savoir ce que vous voulez en termes de développement. Est-ce qu'il s'agit plus d'un développement domestique? Est-ce qu'il s'agit plus d'un développement international? Et vous n'allez pas faire appel en fait à la même catégorie d'investisseurs. Il y a également des investisseurs qui ont des approches très sectorielles, qui peuvent apporter également du know-how, des automatismes sectoriels et aider les entreprises à franchir des étapes parce qu'elles ont beaucoup de vécu sectoriel en France, en Europe, et donc ça permet d'accélérer. Je finis en fait sur un point qui me paraît important. Ouvrir son capital aussi, c'est pas uniquement à une banque, à un fonds d'investissement, c'est peut-être aussi de réfléchir à comment ouvrir son capital à ses salariés pour les motiver, pour assurer une meilleure attractivité de ces PME. Et je pense que ça c'est clé parce qu'on l'écoutait ce matin. Un des freins aujourd'hui à l'embauche, ou en tout cas à l'attractivité dans les PME ou les ETI, c'est la méconnaissance en fait des salariés de ce type d'entreprise. Et donc, je pense que c'est un facteur d'attractivité, c'est un facteur de rétention. Et ça permet aussi d'avoir des salariés qui ne sont pas uniquement des salariés, mais qui sont aussi d'une certaine manière des actionnaires. Et de partager un peu la valeur aussi, ce qui n'est pas négligeable. Alexandre, Fab, il y a beaucoup d'Alexandre là. Un mot sur le parcours d'entrepreneur. Toi, tu es dans la tech à mort, l'intérim. Alors oui, alors pas la tech à mort uniquement. Là, on change d'univers, puisque j'ai fondé le groupe Mister Temp il y a maintenant 16 ans, dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, qui est celui du recrutement et du travail temporaire. Et pour me différencier par rapport à mes grands concurrents américains, suisses ou néerlandais, j'ai fait deux choix. Le premier, c'est de miser sur la technologie, effectivement, où j'ai aujourd'hui une 60aine de développeurs qui me permettent de trouver, on va dire humblement, des candidats un peu plus vite, un peu plus pertinents et de façon un peu plus compétitive que mes concurrents. Mais le deuxième choix important, c'est de ne pas faire que la tech, c'est de miser aussi sur l'humain, avec un ancrage territorial de proximité extrêmement fort via un réseau de franchisés, ce qui est assez original dans mon secteur. Donc j'ai aujourd'hui 250 franchisés un peu partout en France, Italie, Espagne et très récemment également en Allemagne. Quel est le droit d'entrée? C'est 25 000 €. Et la redevance annuelle, toujours 95%? C'est entre 5,5%. Mais j'ai tout un dossier, si ça t'intéresse, je peux te le donner tout à l'heure. À la retraite. Avec des gens qui gagnent en moyenne 110 000 € effectivement, par an. Donc effectivement, c'est quand même un retour sur investissement qui est séduisant. Pour donner quelques chiffres, puisqu'on parle chiffres, le groupe aujourd'hui, c'est 530 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est à peu près 10 000 personnes qu'on fait travailler tous les jours dans des secteurs extrêmement différents. Près de 13 000 entreprises qu'on sert chaque année, allant de beaucoup de TPE, quelques PME et ETI qui sont dans la salle aujourd'hui que je salue, et des très grands groupes comme Carrefour, Valeo, La Poste ou autres. C'est vrai que c'est un parcours qui a été assez complexe, parce qu'on est vraiment dans un secteur qui il y a beaucoup de concurrence. Mais je dirais que évidemment, les choses très complexes sur le financement, on peut en parler, sur les variations réglementaires, parce qu'on est vraiment au cœur entre le droit du travail, de la paye, de tout ce qui est de plus national en Europe. Donc, lorsqu'on va appréhender le secteur du travail temporaire en Italie, Espagne ou Allemagne, on voit qu'on fait face à des réglementations extrêmement différentes. Donc c'est vrai que la complexité d'aller mutualiser des investissements technologiques dans des réglementations différentes, c'est un vrai challenge pour nous. Mais tendance à dire que le plus compliqué pour nous, ça a quand même été
de garder une agilité. C'est que quand on doit effectivement passer de 0 à 500 millions effectivement, en 15 ans, on doit changer en permanence l'organisation que l'on a en interne. Et ce qui est encore plus dur, changer parfois les personnes. Certaines personnes, effectivement, ont pu grandir avec l'entreprise. J'ai toujours dit, mon premier salarié est toujours avec nous aujourd'hui. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont été très très bons à une période de l'entreprise, à qui on doit dire, et c'est toujours un arrachement, malheureusement, tu n'es plus la bonne personne pour la suite de l'aventure. On l'a toujours fait trop tard, mais c'est toujours été des choix difficiles à faire. Alexandre, est-ce que toi aussi tu as hypothéqué de l'appartement? Est-ce que tu as eu la trouille? Est-ce que tu as échoué? Parce que tout va bien, mais c'est pas ça la vie malheureusement. Ça monte, ça descend et compagnie. Hein. Oui, alors moi j'ai eu quelque part peut-être la chance ou l'inexpérience d'avoir en fait déjà monté une start-up Ah, au moment de la première bulle internet. Non, mais du coup, alors j'ai une expérience traumatisante. Alors, je salue Pierre-Olivier qui a vécu cette expérience avec moi il y a quelques années, et j'ai tenu lorsque j'ai monté le groupe Mr Temp garder une forme de liberté. Natacha Polony parlait tout à l'heure de la liberté qu'on doit conserver en tant que nation. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je voulais garder une liberté, et donc j'ai fait le choix de ne pas faire de levée de fonds. Et maintenant, on appelle ça bootstrap, mais à l'époque, c'était un peu moins cool que ça. Mais simplement, ma meilleure garantie de liberté, c'était d'avoir des vrais clients, d'être rentable dès le premier jour. Le groupe a toujours été rentable. J'ai toujours été obsédé par le cash. J'ai toujours eu trop de cash. Les financiers m'ont toujours dit, mais qu'est-ce que tu fous tout cet argent? Écoute, c'est mon assurance. On garde là, et c'est pas quand on a, enfin j'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est pas quand on a besoin d'argent qu'il faut. On sent mieux, on sent mieux. Hein. Voilà, on sent mieux, et on peut investir de façon sereine, et c'est un principe, je veux dire, assez sain. Ce qui m'a pas empêché également, quand même, hein, pour rebondir ce que tu disais, de faire les choix également d'ouvrir mon capital. Effectivement, à des fonds de private equity. Il y a de cela aujourd'hui, j'ai commencé il y a 8 ans maintenant, donc on est sur le deuxième round, qui nous a permis de mettre un peu d'huile dans le moteur quand même, pour investir à l'étranger ou sur la partie techno. Donc c'est l'équilibre qu'on a trouvé. Tu as récupéré un peu de sous au passage quand même, non? Aussi au passage, évidemment, tout à fait, sans se dérisquer personnellement. C'est aussi des points importants en tant qu'entrepreneur. C'est pas tapis et puis on met sa vie en jeu avec sa famille, ses enfants, etc. Je pense que l'entrepreneur, contrairement à ce que les gens peuvent parfois l'imaginer, c'est quelqu'un qui est fondamentalement averse au risque. Il cherche à limiter au maximum les risques qu'il prend. Et d'ailleurs, je pense que c'est moins risqué aujourd'hui d'être entrepreneur que d'être salarié dans un grand groupe. Mais c'est une opinion très personnelle. Mathieu, des entrepreneurs, quoique tu es salarié, c'est bien, tu te fais virer, tu vas au prud'homme. Mathieu, donc tu peux réagir sur les deux profils d'entrepreneurs qu'on vient de voir. Des gens comme ça, d'abord tu les aimes et tu les accompagnes avec une activité conseil chez BPI France, qui n'est pas forcément l'activité la plus connue du groupe. Hein. Oui, absolument. Alors bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais rappeler que la mission de BPI France, c'est d'accélérer les entreprises et de faire grandir les entrepreneurs. Donc c'est vraiment notre cœur de mission. Derrière, par rapport à ce qui nous réunit aujourd'hui et les ETI, je voudrais dire qu'on a aussi une ambition très très forte chez BPI France, c'est que dans les 10 prochaines années, il y ait 30% d'ETI en plus en France et qu'on double la taille des ETI françaises. Hein, et tout ça, évidemment, pas tout seul. Nous, on est là avec notre boîte à outils, capital, dette, conseil, mais aussi avec tout un écosystème. Alors après, si je reprends effectivement, je m'inspire des témoignages, ce que l'on voit, nous, pour la réussite du scale dans les ETI, hein, il y a quatre axes très très importants issus de notre expérience sur nos portefeuilles à la fois d'investisseurs et bancaires. Le premier, c'est que la croissance, elle s'accélère très vite grâce au M&A. Donc, nous, on aime le M&A, on aime les ETI qui veulent faire du M&A, et donc, on a à disposition le continuum, capital, dette et conseil, à la fois pour accompagner chaque année des centaines d'entrepreneurs dans la recherche de cibles, et après pour l'intégration, aussi une fois que le deal est conclu, pour l'intégration de l'entreprise. Parce que le succès, c'est aussi cette intégration-là. Donc, ce n'est pas que du financier, c'est beaucoup de conseils. Hein. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un peu moins connu. Moi, je suis le directeur exécutif du conseil chez BPI France. Aujourd'hui, on est devenu une ETI. Hein. Cette activité-là, je le dis à mes équipes, on est passé de quelques centaines de missions de conseil à 8000 missions de conseil. Et donc, aujourd'hui, c'est absolument majeur dans la capacité d'appui à la transformation, en particulier des ETI. Hein. Donc le premier pattern, c'est le M&A pour accélérer. Le deuxième, c'est l'excellence opérationnelle.
On l'a vu là, on a très à cœur l'industrie chez BPI France. Il y a beaucoup d'industriels dans cette salle, on les a vus ce matin. Et donc il faut se rappeler combien, dans un modèle social qui ne nous est pas favorable en France, l'excellence opérationnelle est la ligne de vie essentielle pour réussir. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la bonne organisation, il faut le bon management, il faut les bons process, il faut la bonne culture d'entreprise. Que ce sujet-là, ce n'est pas le sujet, l'excellence opérationnelle, ce n'est pas le sujet du directeur technique ou du directeur des opérations, c'est une culture d'entreprise. Ça va du patron de la patronne, effectivement, au technicien de surface. On se rappelle, c'est la culture Toyota, hein, qui sont toujours, après 30 ans, les champions du monde de l'automobile. Faut se le rappeler. Donc le Lean, pour nous, c'est essentiel. C'est aussi une des cœurs de mission d'accompagnement de tous nos portefeuilles, hein, pour que on maîtrise bien ce sujet à tous les niveaux, que ce soit bien que les bonnes pratiques se déploient dans les ETI et les grosses PME. Donc ça, c'est le deuxième axe pour bien scaler, et c'est l'axe qui va permettre une croissance rentable. Parce que si vous allez racheter une société, si vous allez élargir votre gamme de produits, etc., faire de l'innovation, si vous ne maîtrisez pas l'excellence opérationnelle, vous n'allez pas faire une croissance rentable. Et nous, en tant qu'investisseurs, banquiers, on n'aime pas la croissance qui n'est pas rentable, hein, évidemment. Donc, maîtriser cette excellence opérationnelle. L'autre élément important, nous sommes aussi la banque de l'innovation et les ETI. On parle souvent des startups. Nous, BPI France, le portefeuille de startups, effectivement, est beaucoup plus petit, quelque part, que le portefeuille de PME, d'ETI que nous avons dans nos portefeuilles bancaires et investisseurs, hein. Un ratio sur les investisseurs, on va avoir 150 participations, on en a 800, plus de 900 sur de la PME et de l'ETI. Hein, donc ça, c'est important. Et les ETI qui réussissent, c'est aussi les ETI qui innovent, qui sont dans une amélioration continue. Et donc, on les accompagne aussi là-dessus, sur leur stratégie d'innovation, pour mettre en place les bonnes pratiques. On peut les rapprocher de certaines startups. Donc, c'est aussi un troisième ADN des ETI qui réussissent. Et d'ailleurs, nous avons deux exemples ici d'ETI qui maîtrisent bien la technologie, qui l'ont bien intégrée et qui ont innové dans leur façon de faire. Donc ça, c'est le troisième axe. Et le quatrième, extrêmement important, c'est l'international. On en a largement parlé ce matin. Pour nous, une croissance durable et surtout, un mot que je n'ai pas trop entendu, une résilience des ETI, ça passe par l'international. Les meilleures ETI, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'elles ont réparti en fait leur activité sur plusieurs géographies et notamment plusieurs continents, hein. Et pour nous, c'est assez essentiel. On va de plus en plus accompagner les ETI dans ce mouvement. Là, cette année, on lance d'ailleurs un accélérateur Asie pour emmener 20 ETI industrielles et faire en sorte qu'elles aient une stratégie de développement très activable et qu'elles gagnent 3 à 5 ans sur leur déploiement en Asie. C'est un peu contre-intuitif, mais en Asie aujourd'hui, il y a une très forte croissance, il y a beaucoup de talents disponibles, il y a une grosse technologie, et finalement, on n'a plus grand-chose à perdre parce qu'ils sont très forts déjà. Donc il y a beaucoup à prendre et à gagner dans cette zone. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, il faut venir vers nous. Mais l'international, c'est absolument fondamental. Donc le M&A, l'excellence opérationnelle, l'innovation et l'international, pour nous, c'est ça, les clés de la réussite. C'est ça qui ferait que vous allez doubler la taille de vos ETI. Ou bien que vous allez passer de PME à ETI. C'est l'impression aussi, Mathieu, que dans une autre vie, tu étais entrepreneur, donc tu sais de quoi tu parles aussi, quoi. Tu l'as vécu, quoi. Oui, absolument. J'ai eu le plaisir de monter 2 startups. Alors, j'étais dans l'univers startup, pas dans le domaine ETI, mais effectivement. Et j'ai eu une belle startup qui a été revendue à corps et une qui a craché, donc une bonne moyenne. Christian, juste avant de donner la parole à Benoît, un petit commentaire sur la croissance externe. Est-ce qu'on peut se développer sans croissance externe? Parce que parfois, j'ai quelques exemples d'entrepreneurs ici qui ont plein de sous à dépenser et les fonds les motivaient à acheter, pas forcément très bien, puis à la fin, ça ne marchait pas, et ils se faisaient engueuler. Compliqué cette histoire, non?
Alors oui, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique. On peut évidemment se développer par croissance organique et pas par croissance externe obligatoirement. Donc je pense que le socle, c'est quand même d'abord la croissance organique. C'est à partir du moment où vous avez un bon socle de croissance organique que vous pouvez envisager la croissance externe. La croissance externe, elle ne doit pas se substituer à la croissance organique. Je pense que là-dessus, il faut être très clair. Néanmoins, quand on fait le constat, je dirais un petit peu plus macro, la France est un petit pays, 67 millions d'habitants. Et l'Europe, c'est quand même le terrain de jeu naturel d'une ETI ou d'une PME qui veut passer au stade d'ETI. Donc il faut croître à un moment donné. Et la plupart des ETI que nous avons accompagnés ont à un moment donné de leur vie, de leur développement, cru par croissance externe. Alors il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut garder une discipline financière, mais le M&A est un pilier assez essentiel dans le développement, notamment à l'international. Il est toujours plus facile en fait d'aller acheter un concurrent à l'international que de s'y implanter parce que ça prend énormément de temps. Autre point peut-être, je pense que il ne faut pas voir uniquement le M&A comme un outil offensif, c'est aussi un outil défensif. Pendant que vous ne faites pas de M&A, les autres en font. Les autres en font en Europe, les autres en font en Chine. Vous avez également des concurrents aux États-Unis. Eux grandissent, ils sont bien capitalisés. Et donc, ce sont des compétiteurs qui avancent également très très vite. Donc, je crois qu'il ne faut pas le voir uniquement comme un sujet offensif. Et enfin, j'ai de manière peut-être plus conjoncturelle, les valorisations aujourd'hui sont normalisées. Depuis maintenant 2 ans, les multiples ont beaucoup baissé. Et pour les entreprises, en tout cas, qui ont les moyens financiers de leurs ambitions, qui sont bien capitalisées, c'est peut-être le moment aussi de passer à l'offensive. Benoît, avant de parler de la structuration, les clés pour structurer une croissance durable, un mot peut-être sur Chubb, parce qu'en France, tu es une ETI, donc tu comprends aussi par nature les patrons d'ETI. Exactement, bonjour à tous. Exactement, bon, je suis une filiale d'un groupe international, on est présent dans 54 pays, 60 milliards de chiffre d'affaires, mais c'est vrai qu'en France, on est 400 personnes, on fait un petit peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problématiques depuis que je suis ici, depuis ce matin, que j'ai entendues, qui nous concernent complètement. C'est-à-dire que je suis mandataire social aussi, donc il y a des responsabilités qui sont attachées. On a parlé d'attractivité aussi des talents, alors vous imaginez, je travaille dans l'assurance. Donc voilà, c'est juste l'attractivité. Qui est rêvé tout petit de bosser dans l'assurance? C'est ça, non, il vaut mieux pas faire de sondage. Maintenant, il y a des très beaux métiers. Il y a Charles Médufaux, le président du groupe NR. Mais là, il y a de très beaux métiers dans les assurances, évidemment. Donc oui, il y a des problématiques qu'on a, en tout cas, à voir. Et c'est vrai que c'est intéressant, du coup, d'être ici. Donc moi, je vais parler, comme je suis un assureur, je vais parler de risques. Alors, je ne veux pas que ce soit trop anxiogène, parce que c'est bien de les prévoir, justement, ces risques, pour pouvoir les régler. Et je vais vous parler de façon générale, parce qu'il y a des risques qui sont, on va dire, installés déjà depuis longtemps, et puis il y a aussi des risques un peu émergents, donc on les voit. Le premier, d'ailleurs, et c'est celui, d'ailleurs, dans les baromètres qu'on fait tous les ans, c'est celui qui apparaît en premier, c'est le risque cyber. Alors, on a parlé de technologie, on a parlé d'investissement, etc. Mais c'est vrai que c'est un risque qui revient depuis déjà au moins 8 ou 9 ans. Donc parmi on va dire le risque le plus important, et pas seulement d'ailleurs en France, dans le monde entier. Juste quelques chiffres, parce que c'est vrai qu'il y a eu une explosion quand même, très clairement en tout cas des sinistres, plus de 100 milliards de sinistres par an, donc dans le monde entier, avec des contradictions aussi quand même qui sont liées à ça, surtout par rapport à l'assurance. Juste en France, à peine 10% des sociétés en France sont assurées. Donc, contre le risque cyber. Exactement. Oui. Après, si on regarde un petit peu dans les grands risques, les fameuses grandes entreprises, là, effectivement, la plupart des grandes entreprises se sont équipées dans les dernières années, très clairement. Et pas seulement d'ailleurs en assurance, aussi dans la prévention, parce que c'est important, les deux sont liés. Lorsqu'on descend un peu, lorsqu'on parle justement de vous, les ETI, il y a, on va dire, un petit peu moins de la moitié des ETI qui sont assurés, donc ça progresse. Combien ça coûte une assurance, une bonne assurance? Ça dépend de la taille et ça dépend de ce que vous faites, et ça dépend de vos activités, ça dépend d'un certain nombre de... Ça va être compliqué pour moi de vous sortir un prix, là, donc de sortir... Un petit devis pour la route. En direct. Mais d'ailleurs, c'est très bien d'en parler, parce que c'est vrai que jusque-là, il y a quelques années, c'est vrai que s'assurer pour le risque cyber était compliqué, puisqu'on recevait, j'imagine que vous avez tous reçu, des questionnaires incessants, enfin c'était impossible finalement de sortir un prix
tout cas rapidement, ça s'est beaucoup simplifié. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile maintenant de sortir des prix. Donc, et en plus, et c'est pour ça que je parle beaucoup de ça, parce que, et là je parle pour ma profession, pas seulement pour moi, c'est vrai que maintenant, l'importance, c'est pas forcément de s'assurer, c'est aussi de travailler sur la prévention. C'est vraiment la sécurité. Et juste une chose, 32% des ETI l'année dernière ont été attaqués. 32%. 32%. Donc, un certain nombre d'entre vous ont été attaqués. Alors après, c'est plus ou moins, et effectivement, l'impact est plus ou moins. Après, le deuxième que je voulais partager un peu avec vous, c'était tout ce qui est effectivement les risques climatiques. On en parle beaucoup, mais c'est quand même assez conséquent et en montant. Juste en France, en 2024, c'est plus de 6 milliards quand même de dommages. L'année dernière, un petit peu moins, 5 milliards. Mais c'est vrai que, on va dire que même si la fréquence augmente, on va dire l'impact aussi augmente beaucoup. C'est-à-dire que on voit les 10 dernières années, on va dire en France, c'était entre 3 et 4 milliards par an. Et là maintenant, ça a quasiment presque doublé. Donc l'impact est vraiment important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut considérer, qui est identifié très clairement, mais c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et puis le troisième, ce que je voulais, et c'est vrai qu'on est en plein dans l'actualité, c'est les risques géopolitiques. Et d'ailleurs qui se regroupent avec le cyber, par exemple. Vous savez qu'on est en guerre hybride et effectivement on est aussi attaqué par certains de nos voisins. Et donc évidemment on subit les conséquences. Et ça c'est une particularité actuellement, parce que moi ces risques je les connais depuis très longtemps, ça fait 38 ans que je suis dans le métier, mais la particularité qu'on a maintenant c'est que tous ces risques interviennent en même temps. C'est-à-dire que c'est ça, et lorsque vous êtes dans une scale-up, parce que c'est de ça dont on parle, c'est des choses qu'il va falloir considérer de plus en plus. Alors ça, ce sont des risques. Alors, dans la géopolitique, effectivement, il y a des problématiques, on en a parlé d'ailleurs, de matières premières. Les problématiques, en plus, pour un assureur, c'est quand même important, c'est les problématiques d'inflation, puisque là, on a réussi quand même à juguler l'inflation en France depuis quelque temps. Faut pas rêver, dans les mois, les semaines qui vont arriver, l'inflation va redémarrer extraordinairement. Et donc c'est vrai que ça va avoir un impact sur tout le monde, évidemment, et notamment sur nous et sur nos bilans. Donc ça, c'était, on va dire, les risques qu'on connaît, avec la particularité, le fait qu'ils soient amalgamés. Il y a des risques aussi qui sont un peu sous-estimés. On en a parlé un petit peu quand même dans les panels ce matin. C'est vrai qu'il y a d'abord les risques de responsabilité, c'est-à-dire que et de pédale, tu veux dire pédale du c'est-à-dire que on a parlé beaucoup de normes. C'est vrai que les normes et on va dire les implémentations de normes, c'est vrai que vous êtes, j'imagine, beaucoup d'entre vous êtes des mandataires sociaux et vous avez des responsabilités en tant que mandataires sociaux de mettre en place en fait ces normes. Et donc vous avez l'obligation aussi de vous assurer. C'est-à-dire que moi, lorsque j'ai pris la direction, puisque je suis mandataire social aussi en France, la première chose que j'ai fait, mais parce que, évidemment, en tant qu'assureur, j'ai été voir ma police d'assurance. Et il y a une particularité aussi en tant que responsable, c'est que même lorsque vous sortez de cette responsabilité, lorsque vous quittez en fait, vous pouvez toujours être poursuivi. Pour les actes antérieurs. Exactement. Ouais. Et ça dure, et ça peut durer pendant beaucoup d'années. Donc ça, c'est sous-estimé. On le sent quand même qu'il y a de la sous-estimation. Et le deuxième, et on en a parlé aussi un petit peu, et c'est vrai, c'est au niveau de la gouvernance et surtout de l'innovation. C'est-à-dire que l'IA, c'est formidable. Évidemment, on investit tous dans l'IA. C'est quelque chose qui va... Je crois que c'est le panel d'avant qui disait qu'effectivement, ça va transformer nos vies, ça c'est clair. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va aussi s'accompagner de responsabilités. C'est-à-dire que l'IA, de plus en plus, va faire des choses que l'humain faisait avant. Et malheureusement, si l'IA fait des erreurs, qui va être responsable? Ce ne sera pas Gemini, ce ne sera pas Claude, ce ne sera pas tous ces gens-là, ce sera vous. Et là, par contre, en tant qu'assureur, c'est pour ça que j'en parle, c'est ouvert, en tant qu'assureur, on n'a pas de réponse. Non. Là, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Évidemment, ça va dépendre des investissements et de l'impact que ça va avoir, évidemment, sur les transformations. Mais clairement, c'est quelque chose qui va revenir dans les années qui viennent de façon assez importante. Merci en tout cas Benoît pour ce témoignage d'expert, enfin avis d'expert on va dire. Pour terminer, 2-3 idées chacun en 30 secondes sur, les points sur lesquels on peut travailler pour le prochain summit, 11 mars 2027, les points pour qu'une TPE devienne PME, une PME ETI, une ETI un grand groupe et comme ça tout est réglé. Alexandre.
Pébro. Plusieurs idées. Le premier, c'est l'alignement des intérêts quand on est une scale-up ETI, ce qu'on a de particulier, donc c'est qu'on a besoin d'argent de l'extérieur, et donc il faut être aligné avec les fonds, et c'est là que le partage de la valeur avec les salariés, avec le management est critique. Et nous, ça a été une condition de succès, c'est que tout le monde était aligné, tout le monde est actionnaire, ou touche une partie de la valeur de l'entreprise. Et c'est beaucoup plus facile pour expliquer les efforts qu'il y a à faire, au contraire, pour avoir plus qu'on attendait. C'est la première chose, et c'est une des valeurs de croissance plus, et c'est une des valeurs européennes aussi. La deuxième chose, c'est dans la simplification pour l'année européenne. Le 28e régime, c'est génial. Si on avait pu faire l'équivalent du Delaware Inc. qu'on a aux États-Unis, de le faire en Europe, on va enfin le faire. C'est le deuxième souhait. Il est en cours. Le troisième, c'est pour avoir plus d'argent, pour continuer et avoir des scale-up européennes. C'est l'union des marchés de capitaux, avoir plus d'argent sur place, pas être obligé d'aller le chercher ailleurs. C'est mon troisième souhait. Très bien. Christian, toi qui es de jolies lampes d'Aladin, un souhait. Alors, un souhait, c'est peut-être le fléchage de l'épargne financière. Aujourd'hui, il y a 6 000 milliards d'épargne financière des Français, en fait, qui dort sur des contrats d'assurance vie. Je vais finir là-dessus. Je pense que c'est quand même un peu plus enthousiasmant de financer des scale-up, des entreprises, des ETI, plutôt que la dette des États. Alexandre II. Non, je vais revenir sur ce qui a été dit au panel précédent. Je pense qu'en Europe et en France en particulier, on a beaucoup d'idées, évidemment. On a pas mal d'aides, effectivement. Mais un point qui nous manque beaucoup, c'est effectivement la commande. La commande publique et la commande des grands groupes, qui est quand même indispensable pour finalement financer l'innovation, les recrutements et l'avancée. C'est que c'est dommage, effectivement, que, parce qu'on a des règles d'achat qui sont un petit peu trop strictes, effectivement, qu'on ne puisse pas donner une préférence communautaire européenne, ou alors pour nos PME, ça serait effectivement génial. Bon remarque, bon point. Mathieu. Alors moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je renforce le message. Drainer l'épargne vers l'entreprise, c'est fondamental. D'autant qu'aujourd'hui, la plupart de l'épargne française, elle finance le Nasdaq et les boîtes américaines. Donc on a un vrai challenge au niveau européen. Il faut qu'on ait des très gros fonds européens aussi pour prendre le relais des séries D, des séries E dans certains domaines. Notamment, on parlait de la deep tech tout à l'heure. C'est fondamental si on veut conserver les technologies d'avenir. Et puis peut-être un sujet qui est le sujet de la gouvernance, sur lequel j'amène tout le monde à réfléchir dans le passage des étapes de l'ETI qui grossit. Cette question de la gouvernance, ne pas rester seul, pouvoir bien structurer une gouvernance qui passe peut-être d'une gouvernance 100% familiale à une gouvernance avec des administrateurs indépendants, un advisory board. Aujourd'hui, on a commencé à déployer ça. Nous, dans les programmes accélérateurs ETI, vous avez accès à ça. On va le déployer. D'ailleurs, c'est en mode standalone pour les ETI qui le souhaitent, et donc d'avoir accès à des grands professionnels, des anciens patrons qui peuvent vous aider et faire en sorte que vous challenger sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous ne pouvez pas partager avec votre codir et vous ne pouvez peut-être pas partager avec la gouvernance telle qu'elle existe. Donc cette réflexion sur la gouvernance à long terme pour être garante de la création de valeur, elle est aussi fondamentale. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis prof à l'IFA, je crois qu'il y a. Denis Thérien sera là, il va intervenir à l'occasion de la 8e conférence. Merci en tout cas Mathieu. Benoît, voilà les 2-3 axes de réflexion importants. Juste, je veux revenir sur le financement, parce que c'est vrai qu'en tant que compagnie d'assurance, une grosse partie quand même de ce qu'on fait, c'est de financer aussi. C'est-à-dire qu'en France, en 2025, 1500 milliards ont été investis dans l'économie productive. Donc en France, par les compagnies d'assurance. Donc c'est vrai que le financement aussi, c'est important pour nous. Juste un souhait, parce que c'est vrai qu'on a parlé de scale-up. C'est vrai que l'assurance est souvent considérée comme un coût, donc, et peut-être de temps en temps avec raison. Mais je pense que les entreprises qui finalement intègrent l'assurance dès le départ, et dans leur stratégie surtout surtout spécifiquement lorsqu'elles grossissent, lorsqu'elles veulent croître justement, sont généralement celles qui sont les plus résilientes. Et particulièrement lorsqu'elles vont à l'international, par exemple. Donc c'est vrai que mon souhait, moi, c'est que justement, l'assurance devienne vraiment une part de cette croissance entière. Bon, tous les 5, là, on compte sur vous pour être avec nous le 11 mars 2027 pour la 2e édition ou pas? J'attends un grand oui, là. Bien sûr. On les applaudit, Absolument. merci.